Bonjour, aujourd'hui les technos vous parlent de ces grosses boîtes qui font que ce qu'elles veulent. Voilà, c'est le numéro 14. Bonne écoute. Et on retrouve nos camarades, bien entendu, de ce côté-ci. Nous avons David. Bonjour David. Et puis nous avons également Marc et Sébastien. Bonjour les garçons. Salut. Ça va, informaticien.be se porte toujours bien? Tout va bien? À ce que je sache, oui, toujours bien. Parfait. On va parler, bien sûr, de high-tech et on va commencer avec Marc, d'ailleurs. On va parler d'Apple, puisque c'est toujours par Apple qu'on commence. Apple et IBM qui lancent des applications pour les professionnels. Ça, c'est pas mal. Oui, effectivement, il n'y a pas si longtemps, les deux firmes avaient signé un accord stratégique qui visait à proposer des applications exclusives à iOS, mais sur un marché professionnel, ce qui n'avait pas encore été fait vraiment par Apple. Et donc, en fait, l'accord sur le papier est assez ambitieux. Les géants se sont engagés à collaborer afin de créer des applications dites verticales, spécifiquement destinées au monde de l'entreprise et de l'industrie. Alors, il y a quand même un marché de 42 millions d'utilisateurs qui sont visés par cette joint venture. Et on a plusieurs applications qui ont été présentées en avant-première, une série de 10 applications pour des secteurs assez précis. Alors, on parle de 6 secteurs pour commencer. La banque et la finance, les voyages, la distribution, l'assurance, les télécoms et les services publics. Donc, on va retrouver là-dedans des applications comme Passenger Plus qui permet aux stewards et aux flight attendants de remplir les formulaires et de réserver des places pour des personnes qui veulent booker en dernière minute un vol ou avoir des circuits un peu plus élaborés. On va avoir des applications comme Sales Assist qui vont permettre pour les vendeurs d'accompagner, alors je cite, l'expérience client et la vente en boutique. Donc on parle de gestion de profil, de suggestion de vente, de gestion des stocks, review des derniers achats et des trucs comme ça. On va avoir des applications pour les gestions de chantier, on va avoir des applications pour tout ce qui est assurance, signature de contrat, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ça, il y a IBM qui arrive avec toute sa puissance au niveau traitement de l'information et accès au big data, et qui met enfin cette technologie et cette masse de données à porter des entreprises qui ont accès de manière totalement nomade. Donc c'est une innovation. Maintenant, voir ce que ça va donner. Donc on rappelle, il y a 10 premières applications qui ont été lancées. D'autres sont prévues à suivre. C'est aussi l'expertise en B2B d'IBM qui rentre dans le jeu, non? Oui, absolument. Et à ce niveau-là, bon, il faut quand même rappeler qu'IBM reste le numéro 1 en business intelligence et en analyse de big data, de nouveau. Et les solutions qu'ils ont développées ici touchent un public potentiel de plus de 100 000 commerciaux dans le monde. Je voyais Sébastien juste à côté de toi, qu'on voit très bien, on voit très bien Sébastien, faire le mime Marceau pendant quelques secondes. Si vous voulez rajouter un petit quelque chose, mon bon Seb. Oui, je voulais rajouter un petit quelque chose, parce qu'effectivement, IBM, il est très bien en grosse entreprise, en PME, et il est quand même un petit peu moins connu. Enfin, connu, on connaît IBM. On connaît IBM, oui, c'est le même. Il a une moins bonne pénétration. Mais par contre, je reste encore dubitatif sur l'utilisation de l'iPad, moi, en entreprise. Alors, je sais qu'on l'utilise beaucoup. Le monsieur de ce côté-là de l'autre. le dira certainement aussi. Mais pour une réelle utilisation d'entreprise, pour moi, ça manque de connexion. C'est-à-dire que tu as une fermeture complète de l'iPad et tu veux l'utiliser en secteur médical, tu dois le connecter à des appareils. Et tout ça se fait avec d'autres types de tablettes, quoi. Tu veux l'utiliser en électronique, ok, super, tu as le Lightning, mais tu dois demander autorisation. C'est l'interfaçage, en fait, qui pose problème, c'est ça. Pour moi, il manque d'ouverture de ce côté-là. Et donc, tu es limité à ce qui marche sur ta tablette. Mais d'après ce que tu expliquais, Marc, c'est plutôt organisationnel, le type d'application qui est proposé. C'est de l'organisationnel et du software. Donc la partie connectivité et interfaçage intervient moins dans le cadre ici. Par contre, et là Seb a raison de le souligner, il y a cette initiative qui répond également à une autre
un autre besoin, qui est le fait de porter une concurrence sur un secteur où Android commence à émerger de plus en plus. Et on en veut pour preuve, n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, Samsung avait développé aussi toute une série de partenariats stratégiques avec des grosses boîtes du secteur Big Data. On pense notamment au partenariat qu'ils avaient, qui est toujours en cours, il n'a pas encore été finalisé avec Oracle. Et le fait que Samsung ait sorti une tablette Pro qui vise également ce même genre de clientèle. Ouais. Donc il y a quelque part un jeu qui va finir par déboucher sur une application réelle, avec évidemment le bémol que, comme dit Seb, tout à fait, au niveau de l'iPad, la connectivité avec les accessoires et avec un écosystème différent pose un problème certain. Ce qui est peut-être pas le cas du matériel que peut proposer parallèlement Microsoft, par exemple. Non, Surface, aussi bien qu'Android, sont beaucoup plus ouverts pour des utilisations non officielles. Il y a de l'USB déjà. Tu as de l'USB et tu peux aller beaucoup plus loin. Tu dois pas non plus demander l'autorisation à Apple pour installer ton application sur ton Android. Donc cette ouverture est déjà beaucoup plus présente et donc du coup on peut interfacer beaucoup plus facilement. Ça, on l'a bien compris. On reste de ton côté, Marc, pour parler de Google News. C'est l'actu qui est tombée cette semaine, fin de cette semaine. Je rappelle que nous enregistrons traditionnellement le jeudi et cette information est tombée ce matin. Google News va fermer ses portes en Espagne. C'est le résultat du bras de fer dont on a déjà parlé ici. Ouais. Effectivement, à partir du 16 décembre, donc c'est tout proche, Google News va être mis hors ligne en Espagne. Et donc en fait, cela est consécutif à un vote que le gouvernement espagnol a effectué, une loi qui avait été votée fin octobre qui s'appelait la taxe Google et qui obligeait les agrégateurs de contenu, comme Google News entre autres, ou Yahoo, à verser une compensation financière à chaque fois qu'ils proposent des liens qui redirigent vers des sites d'information aux internautes. Et donc, juste après le vote de la loi, Google s'était fendu d'un communiqué assez sec, disant désolé, la nouvelle loi, on en prend compte, etc. Mais nous pensons que des sites comme Google News aident les éditeurs à augmenter le trafic vers leur site. À partir du moment où vous décidez de nous faire payer cher et vilain chaque clic qu'on générera vers ces sites, écoutez, nous... tant pis. Là où ça pose problème, c'est que on s'attend à une grosse diminution du trafic vers les sites de news, parce que Google avait quand même une position prédominante sur le secteur et agissait vraiment comme un canalisateur de flux vers tous ces sites. Et donc ici, maintenant, il y a quelques réactions déjà qui se font timidement encore entendre de la part des éditeurs d'actualité espagnols qui commencent à se demander finalement si cette taxe qu'ils avaient réclamée à corps et à cri pour des maisons purement financières était une si bonne idée. Oui, c'est ça. Ceci dit, moi je me rappelle de l'époque où la presse belge n'était pas référencée par Google, où on était un petit peu dos à dos. Ça n'a pas tué la presse belge pour autant. Ça l'a pas aidé, ça c'est clair. Mais les sites du soir, de la Libre, etc., ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais ils ont souffert pendant quelques jours. Ils ont souffert. Ils ont souffert. C'est clair, et ça n'a pas fait avancer le schmilblick plus rapidement. Ils ont pris du retard. J'avais regardé les chiffres du CIM. Donc le CIM, c'est l'organisme officiel qui contrôle tout ce qui est mesure, tout ce qui est visite sur les sites en ligne, mais aussi après radio, télé, etc. Mais sur tout ce qui est site en ligne, c'est assez précis. Et j'avais regardé, je me rappelle à l'époque en Belgique, et ça avait quand même donné un sévère coup en nombre de visiteurs sur tous les sites d'actualité. C'était vraiment violent. Mais à une époque où le web ne rapportait pas beaucoup d'argent non plus, donc peut-être que le résultat n'était pas le même que ce qui financièrement, de toute façon, le site en ligne étant en perte, ils n'ont pas perdu plus d'argent. C'est ça. Donc, au contraire. Au contraire, ils ont peut-être fait quelques économies de bande passante en tout cas. Je ne sais pas si David avait parce que je vois que David intervient un peu tard dans notre conduite, et je ne voudrais pas qu'il soit en reste. Si tu avais une opinion concernant ce sujet en particulier, David? En même temps, c'est un juste retour des choses. C'est rare que je me positionne pour les gros groupes type Google, mais il y a un moment où on veut pas d'eux. On leur demande de raquer pour des services qu'ils proposent quand même gratuitement aux consommateurs, même s'ils se font du pognon derrière. J'étais déjà pas d'accord quand ils ont fait le bras de fer en Belgique. J'avais déjà à l'époque donné raison à Google. Mais si l'Espagne ne veut plus de Google News, il y a pas de problème. Mais ils iront proposer leur service ailleurs. Il faudrait, puis
quand on va un peu plus loin et qu'on fouille, il faut savoir qu'au niveau européen, il y a quelqu'un un commissaire qui veut faire passer ce même type de loi au niveau européen. Moi, je me lancerai pas dans un bras de fer comme ça, parce que au final, ça va se faire pour moi au détriment de l'utilisateur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est souvent le cas. Ça fait quand même relativement peur. Je suis désolé. Je n'apprécie pas spécialement la loi espagnole, mais que Google, ils l'ont fait par le passé. À chaque fois, font un bras de fer en disant OK, pas de problème. Alors, puisque c'est comme ça, on coupe Google Play. C'était en Thaïlande, je pense qu'ils avaient fait ça. C'est possible. Ils demandaient à ce que les gars puissent désinstaller l'application et être remboursés pendant un certain nombre de jours. Donc c'est un bras de fer assez violent de la part de Google en disant ouais non, on négocie pas, nous on arrête tout. Salut les gars. Oui et non, parce qu'en France, il faut se rappeler, en 2013, Google avait accepté. Bon, il y avait eu effectivement toute cette discussion entre les producteurs de contenu et Google News. Google avait créé, suite à des échanges, un fonds pour l'innovation dans la presse numérique, dont le but était de récompenser les médias qui proposent des projets innovants sur le web. Et en 2014, ils ont quand même déjà versé à peu près 16 millions d'euros à une vingtaine de médias français. Donc, un arrangement est quand même possible. 16 millions d'euros, ok. Ouais, d'accord. 16 millions d'euros, ça peut faire beaucoup pour certains articles de presse. Hein. Oui, enfin, c'est Google, quoi. 16 millions d'euros. Bah oui, enfin, en même temps. C'est une cacahuète. Pour Google, oui, mais de l'autre côté, peut-être pas. Donc, enfin, c'est un débat. Hein, on l'a bien senti, ça c'est clair. Il y a moyen d'en parler longtemps. Absolument pas, non. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a débat aussi en même temps. Seb, on va te donner la parole pour parler de Facebook, peut-être. Facebook qui débarque avec son search. On se rappelle de ça, cette annonce qui avait été faite concernant ce nouvel algorithme, on peut dire ça comme ça, de recherche, et en tout cas cette nouvelle fonctionnalité au sein même de Facebook. Oui, alors il va pas être d'accord. Dis-moi. Si. Les gens paniquent, en tout cas une certaine presse, sur le fait qu'effectivement, alors c'est le Open Graph débarque aux States, mais sur le Graph Search. Il faut un peu compliquer, hein, Marc, pour le moment. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ici qu'on a une jolie petite photo. Non, c'est pour la suivante peut-être. Pour de notre ami de Marc. Donc en fait, sur l'application iOS, il y a cette nouvelle fonctionnalité de recherche qui arrive. Quel que soit le nom, et qui permet d'aller fouiner dans les anciens statuts. Alors tout le monde crie au scandale que voilà, cette fonctionnalité arrive, on va pouvoir faire de l'espionnage sur ses amis, sur les anciens posts, etc. Je veux dire un peu, on se fout c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi je trouve ça désespérant que Facebook ne puisse pas me faire une recherche pour dire, mais mon Dieu, je cherchais ce statut que j'ai vu il y a 2 jours, je le retrouve plus, qu'est-ce qu'il disait, où il est ce lien? C'est un peu ça, oui. Et alors, parce que c'était un manque, pour moi c'était un manque de fonctionnalité, ils finissent par le combler et par proposer quelque chose d'efficace, et ça fait une levée de bouclier. Je trouve que c'est un peu hypocrite la réaction de certains pour le moment, parce qu'on en a tous envie, et ça fait partie du jeu de Facebook. Si vous voulez pas publier des statuts, ou que vous considérez que des gens un peu vous pister parce que vous avez posté un jour en 2002 que vous étiez parti en vacances au Costa Rica, il fallait pas le poster, il faut le supprimer. C'est un peu ça. Hein. Je suis assez d'accord avec cet argument. Ça existe, c'est là. Voilà, point barre. Il n'y a pas à discuter. Je veux dire, et une fois de plus, je le répète, et à qui veut l'entendre, je le dis souvent. Si vous êtes sur le site de quelqu'un, hein, Facebook, c'est pas un service public. C'est des gens qui sont derrière. C'est une entreprise commerciale. Ils font ce qu'ils veulent. En gros, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas ce que t'en penses, David. Un peu comme Google en Espagne. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est une grosse société qui fait un petit peu ce qu'elle a envie, quand elle a envie. Et donc, quand elle veut faire quelque chose, elle le fait. Quand elle veut plus faire quelque chose, elle le fait plus. Et puis, c'est tout. Et c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier que c'est tous des services gratuits. Et on s'habitue un petit peu à cette gratuité du net, d'avoir accès à plein de choses. Il y a plein d'entreprises qui ont fait des fortunes, que ce soit avec les outils de Google ou avec Facebook. Donc voilà, il faut peut-être pas non plus exagérer et pas avoir peur, quoi. À chaque fois que Facebook lance quelque chose de nouveau, on voit ces messages apparaître. Alors, selon les nouvelles réglementations, j'annonce que... Moi, les seuls qui me font rire, c'est celles qui annoncent qu'on peut faire ce qu'on veut avec les photos de mes potes. On peut, s'ils veulent taguer, envoyer ça à la NSA, ils peuvent. Parce que de toute façon, c'est déjà le cas. Oui. Donc, je crois qu'il ne faut pas dramatiser quelque chose. Et comme le dit Seb, moi, je trouve que c'est pas mal. On a de plus en plus d'informations sur nos fils Facebook. Et quand on revient 2-3 jours après en se disant « Ah merde, j'avais vu ça »,
c'est qui, c'était quand, c'était comment, et parfois c'est la galère pour essayer de retrouver une petite vidéo qui nous a fait rire ou un statut qui était un peu pertinent. J'imagine que Marc n'est pas d'accord. Si, moi je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs je dirais même plus qu'une des fonctions les plus intéressantes que Facebook ait jamais mis en place pour moi depuis quelque temps, c'est la petite fonction qui permet de sauvegarder dans un répertoire personnel les posts sur les walls ou les articles qui sont intéressants. Et moi je commence à m'en servir autant que je me sers de Pocket par exemple, et j'ai ma petite liste de statuts, j'ai ma petite liste de trucs où je sais que je peux revenir plus tard, et je trouve ça juste fabuleux, quoi. Moi, j'utilise de plus en plus la petite fonction qui dit « je ne veux pas voir ceci ». Je ne vois plus grand-chose depuis que j'ai découvert cette fonction. Mais voilà, mais non, mais c'est ça aussi. Il faut vide. Quand il y a des outils, ils sont faits pour s'en servir, et donc voilà, je ne sais pas ce qu'on parle. L'autre Marc ne dit rien. Marc avec K en reste bouche bée et en reste muet. Sébastien, on parle encore de Facebook et de Marc. L'iPhone semble être un appareil trop cher, justement, pour Marc. Oui, alors c'est parfait avec l'intervention de David, parce que il y a quelques semaines, Tim Cook, qui ne travaille donc pas pour Facebook, mais bien pour Apple, pour rappel, avait taclé une série de sites en disant « Oui, mais vous savez, si le site est gratuit, le service est gratuit, c'est que vous êtes le produit. » Ah bah oui. On l'avait déjà dit quelques fois, enfin, c'est pas un truc qu'il a inventé. C'est un principe du marketing de base, je veux dire, c'est... Voilà, et donc Marc a pris la mouche, pas celui-là, hein, donc pas notre Marc, mais le Marc avec un K. Ouais. Il a pris la mouche et il s'est dit oui, mais bon, c'est gentil, même si après il s'est justifié en disant qu'il visait Google. Je trouve qu'il nous a quand même un petit peu aussi visé, c'était pas gentil. Donc, règlement de compte, et la réponse de Marc était que de plus en plus, alors je le cite, hein, je me permets, de plus en plus de gens pensent qu'un modèle basé sur la publicité revient à ne pas respecter ses clients. C'est un concept ridicule. Vous pensez qu'Apple vous respecte parce que vous payez ? Voilà, s'ils vous respectaient, ils vendraient leurs produits bien moins cher. Voilà, fin de citation. Ça, c'est dit. Oui, enfin, que dire. Voilà, c'est vrai que si je me tourne vers David, je sais ce qu'il va répondre. Non. C'est comme Facebook et Google, c'est grosse voilà, il y a un moment où ils font ce qu'ils veulent. Et puis, exact. Non, plus sérieusement, c'est la réponse du berger à la bergère. Ouais, c'est un peu ça. Il faut quand même pas oublier que c'est deux CEO d'énormes boîtes qui pèsent en milliards, donc c'est même plus... Enfin voilà, c'est pas des petites startups qui ont tous les deux bien réussi. Et voilà, ils charrient comme nous on charrie entre potes, sauf que eux, voilà, directement ça se voit. Il faut pas oublier que ces gens s'entendent bien. Hein, ils collaborent sur plein d'autres projets. Même sans s'entendre, moi je me rappelle à l'époque Bill Gates, Steve Jobs, il y avait comme ça des petites piques par presse interposées qui n'étaient pas piquées des hannetons non plus et qui étaient vues de l'extérieur assez rigolo, mais en termes d'affaires, de business, ça pouvait quand même porter de temps en temps à conséquence. C'est toujours très très familier, très très gentil. Hein. On se rappelle de Steve Jobs qui disait de Mark Zuckerberg, c'est un sale petit con arrogant. C'est très familier, c'est très gentil tout ça. C'est plein d'affection, on le sent. Mais oui, en fait. mais moi je trouve que c'est très affectueux. Allez, on parle de toute autre chose, Marc, justement. Marc avec un C. On va parler de Proximus. On revient en Belgique. Proximus, qui offre un nouveau service qui permet de lier deux numéros sur le même téléphone. Ça, c'est pas mal, ça. C'est ça. Alors, ça s'appelle... pas ce qu'il fait, l'autre. Sébastien déjà demande son droit de réponse. Non, je dis enfin, ça arrive. Enfin, oui, c'est vrai. Alors, il faut d'abord préciser que le truc est réservé aux utilisateurs professionnels, donc c'est-à-dire ceux qui utilisent un abonnement mobile de type Biz. Donc, effectivement. Ça s'appelle Biz Switch. Mm-hmm. Et c'est un truc libertin. Total. Et c'est décliné en deux versions. Il y a Biz Mobile Switch et Biz Office Switch. Et donc, en fait, ça permet d'associer effectivement deux numéros sur une seule carte SIM au moyen d'une petite application qui est disponible aujourd'hui pour Android, iOS, Windows Phone. Ça coûte 7 € par mois plus TVA. Quand même. Et donc, ça permet de programmer quel numéro va être utilisé à quel moment, soit de manière ponctuelle, soit de manière automatique. On peut programmer en disant, par exemple, le numéro professionnel, il est valable du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Après, c'est le numéro privé qui va prendre le relais. L'avantage, c'est qu'à partir du moment où on désactive l'un ou on désactive l'autre, on a une boîte vocale associée à l'un ou à l'autre, et on peut passer de l'un à l'autre, comme ça, simplement, sur un clic de bouton dans une app. C'est
très intelligent. Plutôt malin, je vais m'empresser de l'installer pour voir ce que ça marche. Et franchement, enfin, oui. Alors que de l'autre côté, je peux vous dire que pour David, ces grosses boîtes font ce qu'elles veulent. Mais pas Proximus. Non, le service est génial. Le service est génial. Il faut savoir que ça existe depuis pas mal d'années en France. Ce qui me fait tirer la tronche, c'est que on paye déjà cher nos télécommunications en Belgique. Bon, maintenant on n'a pas des masses le choix. Que Proximus arrive avec un bon produit pour le business. Ce qui m'énerve, c'est que ce soit fermé que à la section business et que ça coûte 7 € hors TVA par mois. Faut arrêter de déconner, ça fait 10 € pour un service qui a priori n'est que du software, donc qui est géré par leur serveur, ça fait 7 €. Non, pour les sociétés, puisque tout le monde récupère TVA. C'est un service professionnel. Voilà, le seul truc, c'est que ça veut dire que c'est un prix de vente grand public aux alentours des 10 € qu'ils ne le proposent pas. Je trouve, moi, qu'à 7 € c'est cher. En France, c'est des services qui sont proposés pour tout le monde aux alentours des 2 €. On est juste 3,5 fois plus cher et ça a l'air de faire tiquer personne. Mais ça en relation avec un autre service qu'il proposait, qui est le Dual SIM. Ouais. C'est l'inverse, c'est avoir 2 SIM sur un seul, donc le même numéro sur 2 SIM différentes. C'est aussi 7 € par mois. Ouais. Bah oui. Oui. Enfin, Je trouve ça juste cher à partir du moment où tout va être concentré sur un seul abonnement, c'est tout. J'aurais espéré que Proximus, qui cherche quand même à se renouveler, propose vraiment un vrai plus dans leurs abonnements qui sont chers en stabilisant les prix, c'est tout. En même temps, c'est un prix d'entrée entre guillemets. Si ça se trouve, ça va se démocratiser relativement rapidement. Ça va peut-être s'ouvrir au grand public dans un délai plus ou moins long, plus ou moins court. Ça dépend d'où on se place, et que donc du coup, le tarif va peut-être diminuer. Enfin, on peut l'espérer en tout cas, parce que ça ne peut pas rester à un niveau pareil. Quand on voit les coûts des abonnements, 7 € c'est quand même cher. Enfin, tu vois, Marc, le ratio entre le coût abonnement, le coût... Moi, je suis en train de me dire, oui, pour un professionnel, ça va pas être un facteur bloquant, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui va rentabiliser assez vite, et donc il en aura l'utilité, il payera les 7 € sans même discuter. En plus, il est en entreprise, en grosse entreprise, ça sera pris en compte par l'entreprise, donc lui, il aura encore moins à poser cette question. Il n'y a pas que des grosses entreprises. Non, mais pour un indépendant, franchement, qui a besoin d'avoir plusieurs numéros pour être joignable... Ça fait 20 centimes par jour. C'est rien, quoi. C'est vrai que c'est pas... Enfin, oui, vu comme ça, évidemment. Rien. Pour la tranquillité, le soir, en disant, OK, ce soir, j'ai pas le numéro professionnel après 18 h. Chacun verra, chacun analysera. En tout cas, nous, on a donné l'info et on l'a trouvé plutôt bonne, cette info. Donc, voilà. On va parler informatique. Seb, Visual Basic 14 est vivant et sera libre. Wow. Oui, alors si c'était juste il est vivant, je vous assure que j'aurais pas fait un sujet parce que voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas fan de Visual Basic. Non. Je pense que j'ai écrit 2 fois une ligne dans ma vie en Visual Basic. Le monsieur là, je pense qu'il en a écrit beaucoup plus que moi. Monsieur Marc. Ouais. Hélas, oui. J'ai été forcé, contraint sous la torture et tout. Oui. on voit sur son visage que si elle lui a laissé des traces ou les cheveux. Et donc voilà, c'est pas très grave, mais il y a Visual Basic 14 qui arrive dans Visual Studio 2015. Bon, déjà, c'est la logique, hein, 14 en 2015. C'est propre à Microsoft, hein, ça, cette logique-là. Voilà. Alors, je vous passe toutes les nouveautés technologiques, mais ils continuent à investir dans le langage avec des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça, c'est bien pour ceux qui font du Visual Basic. Et c'est à se souvenir d'ailleurs que Visual Basic, à l'époque, était un des rares langages avec du Pascal et du C++. Maintenant, on en a toute une autre série et plein de liberté. On peut aller faire du Java, on peut aller faire du Python, on peut aller faire du Perl, on peut aller faire du PHP, mais ces langages sont assez récents. Oui. Visual Basic date quand même de début des années 90, voire plus vieux que ça. Mais en tout cas, début des années 90, il était déjà là. Ouais. Et donc, ce qui est surtout très intéressant sur cette nouvelle version, c'est qu'il y a une partie du compilateur, en tout cas, sera open source. Donc, ça s'appellera Roslyn, et Roslyn sera libre. Roslyn est bien. Ok, tout le monde va se ruer sur Roslyn. Voilà, c'est Roslyn avec un Y, et donc ça arrivera probablement début de l'année prochaine. Alors, libre ou open source Non, je n'ai rien dit. Alors non, oui, ce sera pas libre, ce sera open source. Effectivement. Voilà. On y reviendra un petit peu plus tard. Ayez patience. Mais merci pour votre patience. Allez, pour coder un truc en vitesse, on a besoin de faire un script de 2 secondes. Oui, je sais, on fait en PHP, mais Basic, ça peut être sympa aussi, quoi. Ben voilà, pourquoi pas.
Pourquoi pas. On reste chez Seb et on reste chez Microsoft pour parler de ce support Windows Server 2003 qui s'arrête. C'est foutu. 2003. C'est foutu. C'est foutu, c'est fini. Non, alors on rigole. Windows Server 2003, c'est vieux, c'est horrible. Et alors, pour citer les dates quand même, le Windows Server 2003 et 2003 R2, pas des deux, R2, Oui. Microsoft termine ce support le 14 juillet 2015. Donc il reste 7-8 mois pour migrer vers autre chose. Et donc à partir du 14 juillet, pour la fête nationale française, il n'y a plus de mise à jour. Donc feu d'artifice et on l'enterre. et effectivement, s'il y a un bug ou une faille, c'est foutu pour vous. Alors il faut savoir que depuis Windows Server 2003, il n'y en a pas eu des milliers. Il y a eu 2008 R2, 2012 et le suivant, le Windows Server 10, qui n'est pas encore lui totalement finalisé, il est juste en preview. D'accord. Donc il y a eu que 2 versions majeures, sauf que il a fallu 11 ans pour les sortir. Mais donc tout le monde n'a pas mis à jour. Il y a pas mal de petites boîtes qui utilisent encore ça pour balancer des serveurs Exchange, etc. Ouais. Et pour lesquels ils n'ont pas besoin de plus que Windows Server 2003. Ça envoie les mails, ça fait toujours... Est-ce qu'il y a encore beaucoup de mises à jour de sécurité sur 2003, sur ces versions-là, un petit peu comme à l'instar de ce que monsieur et madame tout le monde a devant ses yeux et qui se met à jour à peu près toutes les 24 heures. Quelqu'un peut répondre à ça ? Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est une grosse boîte. Une confirmation par David. Exactement. Oui, parce que j'en ai réinstallé un il y a peu de temps. Et donc, il faut savoir que sur la totalité de la vie, jusqu'à il y a 10 jours, il y avait 284 mises à jour de sécurité. Je les ai comptées parce que ça prend En fait, c'est 4 fois plus long de faire les mises à jour que de faire l'installation. Donc voilà. Donc, c'est quand même, il y a eu quand même énormément de support, même si c'est en 10 ans, 11 ans pour être exact. Il y a quand même eu énormément de mises à jour, dont des récentes, puisqu'il y avait des mises à jour qui dataient encore de 2014. Ouais, enfin, ceci dit, si la logique Microsoft est respectée, tu dis 11 ans, mais à mon avis, c'était 8. Sur la version 2003, à mon avis, elle ne devait pas être opérationnelle avant 2005 ou 2006. Non, alors la version 2003 était opérationnelle en avril 2003. Ah, quand même. Et la 2003 R2 est sortie en décembre 2005. D'accord. Okay. Mais bon, ça fait toujours 9 ans pour une release. Honnêtement, plus personne ne supporte un OS après 9 ans. Oui, c'est pas faux. C'est très rare, quoi. Ouais, Apple, en tout cas, ne le fait certainement pas. Et même sous Linux, la plupart des distributions sont abandonnées après quelques années. On reste de votre côté, les garçons, du côté de Marc, plus particulièrement, pour changer complètement de sujet, pour le coup. On parle d'Amazon qui se lance dans la vidéo 4K. Oui, Amazon qui avait déjà un service de vidéo à la demande, c'est pas nouveau, mais pour tenter de répondre alors soi-disant, ce sont les études marketing qui l'ont prouvé, je suppose, à la progression sans cesse plus importante des programmes 4K, on se demande lesquels, Amazon donc a décidé de doter son système de vidéo à la demande de la technologie 4K. Donc Amazon Prime Instant va proposer à tous ses abonnés maintenant de pouvoir consulter des programmes en 4K. Alors des programmes pas n'importe lesquels, parce que pour l'instant, on parle uniquement des séries propres à Amazon. Il y en a quelques-unes, donc produites par Amazon. Et ils ont également la possibilité magnifique d'avoir 4 films. C'est chouette. Et Marc Dorcel ? Non, même pas. Ça, c'est chez McDonald's. Donc, en fait, il y a, voilà, comme ça, vous savez lesquels vous ratez. Il y a Tigre et Dragon. Wow. J'ai vu, c'était pas mal. Ouais. Funny Girl, je sais même pas de quoi ça parle. Dorcel. Hitch, je me rappelle plus trop, je crois que c'est un truc avec Will Smith, et Philadelphia qui était un excellent film quand même. Alors évidemment, il n'y a pas d'obligation d'être abonné à Prime pour avoir accès au contenu 4K. Tout le monde pourra télécharger des films, il faudra débourser minimum $20 par film, je crois, et il prévoit d'en mettre encore quelques-uns sur le catalogue. Alors moi, ce qui me fait quand même un tout petit peu marrer, c'est que, bon, 4K, on va rentrer pas dans le... Ah, on vient juste de sortir du... Je pense que j'ai perdu les deux. Moi, j'ai perdu Sébastien et j'ai perdu Marc. Il me reste David. Oui, je suis toujours là, moi. T'es toujours là. La 4K, on va attendre qu'il revienne. À mon avis, ça va revenir, j'espère en tout cas. On parlait donc de 4K. Ça te faisait bien rigoler, Marc, la 4K? Ça me faisait bien rigoler, oui, parce que, bon, il faut pas oublier que, comme je le disais, avant d'être brutalement interrompu par cette saloperie de technique, donc on parle d'une nouvelle méthode d'encodage, qui est le H265,
qui nécessite actuellement encore énormément de puissance brute pour être décodé en temps réel. Et donc, à moins d'avoir un gros porte-avions derrière et surtout une connexion Internet de la mort qui tue, n'oubliez pas que dans les meilleures optimisations, un flux 4K, c'est quand même un ticket d'entrée à 50 mégabits seconde. Donc, la DSL, on oublie. Le VDSL, faudra idéalement de la fibre. Et donc, quelque part, c'est une offre qui est extrêmement limitée. Donc voilà, le discours marketing qui est mis en avant par Amazon et par Netflix aussi. Netflix fait également des essais pour déployer du 4K pour le moment. Voilà, c'est du pur marketing. Moi, j'ai l'impression de me retrouver 2 ans en arrière où tout le monde me disait tu dois acheter une télé 3D où ta vie est foutue. Oui, sauf que ici, je trouve quand même, je suis un peu d'accord avec toi, hein, tout le monde fait un peu le forcing sur la 4K, mais je trouve que le forcing va plutôt dans le bon sens. Dans le sens où je voyais encore cet après-midi un écran 4K qui va être commercialisé aux alentours des 500 €. On parle d'écran informatique, hein, c'est pas non plus une télévision grand écran à mettre dans son salon. Ça reste un écran, je pense que c'est du 27 pouces ou quelque chose comme ça, mais du 4K. Donc on va vers quelque chose qui semble de plus en plus accessible pour un public averti, certes, et peut-être demain, offre et demande faisant effet sur un public beaucoup plus large avec des produits beaucoup moins chers. Reste ce problème de tuyau, ça c'est clair qu'il faut faire passer plus d'informations dans le tuyau. Le tuyau, c'est un problème. Il faut quand même pas oublier non plus que la 4K, donc, et surtout la technologie qui sous-tend la 4K, qui est la technologie HEVC, High Efficiency Video Coding, est beaucoup plus évoluée que la technologie AVC qui supporte actuellement ce qu'on appelle le 1080p, la haute définition, dans le sens où le HEVC offre des algorithmes de compression beaucoup plus puissants et beaucoup plus indiqués pour la gestion des flux multiples et garantit surtout un gain de volume de 30% à fichier source égale par rapport à la technologie actuelle. En plus, il est déjà prévu quasiment pour le tailler jusqu'à la 8K. Autrement dit, c'est un format qui va probablement rester pendant 5, 6, 7 ans et qui va être décliné dans toutes les versions possibles et imaginables. Il faudra que la technique grand public suive la technique industrielle. En tout cas, la technique professionnelle évolue dans ce sens-là, même si les chaînes de télévision ne sont pas encore prêtes de diffuser en 4K, soyons clairs, mais les outils existent. On ne va pas se mentir, le studio sur lequel est construit ce podcast est prévu pour fonctionner en 4K. On n'a pas encore les caméras qui vont avec, ni les moniteurs, et c'est sans doute ça qui coûtera le plus cher, mais c'est pas notre intention non plus d'y aller. En 4K, Mais voilà, ça risque de poser quelques soucis. Sébastien, je te voyais agiter la main. Oui, j'ai une mini-info, c'est-à-dire qu'on va tester prochainement dans le podcast. Un Bitonio Android sur lequel j'utilise XBMC pour mes vidéos et qui, en natif, supporte le H265. Qui n'est pas nécessairement 4K, soyons clairs. Non, mais voilà, il le décode. Voilà, c'est possible. David, qui était un petit peu saccadé, je ne sais pas pourquoi. C'est David, on va parler de... encore une grosse boîte. Pirate Bay, apparemment, un de ses fondateurs voudrait la fin définitive de Pirate Bay. Oui, en fait, c'est suite soyons clairs, à la perquisition qu'ils ont eue mardi de cette semaine, donc mardi 9 décembre. La police de Stockholm a fait une descente pour saisir les serveurs et les ordinateurs de Pirate Bay. Et donc, personne n'avait encore communiqué, puisqu'il faut savoir qu'on est à la 2e équipe complète de Pirate Bay. Et donc, Peter Sundy, qui est un des cofondateurs donc de la première équipe de Pirate Bay, est le premier à s'exprimer. Et il y va pas avec le dos de la cuillère, puisque il annonce très clairement que, de toute façon, étant donné ce que la 2e équipe de Pirate Bay en a fait, il est plus que temps que ça s'arrête. Il est juste super déçu que ça s'arrête comme ça. Parce que il aurait bien voulu que la communauté de Pirate Bay ait l'occasion de reconstruire quelque chose de plus efficace, de mieux, de plus 2014 entre guillemets. Mais par contre, sur le fait que la police intervienne, il faut savoir que lui a déjà quitté de Pirate Bay pour des problèmes légaux. Et donc, il dit, il était temps que ça s'arrête. Pourquoi ? Simplement parce que cette 2e équipe a voulu monnayer de Pirate Bay au maximum. Et donc, entre guillemets, pour Peter
Peter Sundy, l'équipe actuelle a vendu son âme au diable en ouvrant les portes aux publicitaires de manière outrancière, surtout qu'ils n'ont vraiment pas choisi les meilleurs publicitaires, puisque c'est principalement du sexe et encore du sexe qui traîne sur ce site. Donc rappelons simplement que ce site n'est plus accessible depuis mardi, que Peter Sundy est le seul qui s'est exprimé au niveau de l'équipe de Pirate Bay, et que a priori on n'est pas prêt de les voir revenir, puisqu'il y avait une initiative qui avait été lancée avec des serveurs hébergés au Costa Rica, et que c'est désespérément vide, puisqu'il s'agissait uniquement d'un proxy, donc d'un miroir de Pirate Bay originel qui n'existe plus. Donc notez-le pour plus tard, ne laissez pas traîner votre sexe sur Pirate Bay. C'est ce que moi j'ai retenu, moi je suis un peu tordu aussi. Du côté de chez Seb, on va parler des applis qui, selon Tim Lee, menaceraient le web. Voilà, et je ne veux pas savoir de quoi tu es tordu. Donc, Tim Lee, oui. Tim Berners-Lee. Oui. Ah, mais là, vous ne savez pas qui c'est, mais c'est juste le mec qui a inventé le web. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, un des mecs qui a inventé le web. Voilà, mais il est quand même derrière trois trucs de base, donc l'URL, l'HTTP et l'HTML. C'est ça. Donc il a quand même fait quelques trucs. Hein. Ouais. Voilà, hein, donc c'est grâce à lui que vous allez voir Pirate Bay. Par exemple. Et tout ce qu'il y a dessus. Tout ce qu'il y a dessus. Tordu ou pas. Et donc l'idéal du gars à l'époque, c'était de pouvoir faire des liens d'un document vers un autre document pour quand tu citais une source, si tu voulais plus d'informations sur un mot. Et c'est donc l'arrivée des hyperliens. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment le truc qui posait un problème à ce chercheur. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, c'était un chercheur du CERN, hein, non? Il me semble, oui. Peut-être, il me semble. Et donc, ça, c'était vraiment le problème auquel il essayait de répondre. Et il dit, aujourd'hui, on a un gros problème avec le web, c'est que le web est en train de partir sur du mobile. Il dit, ça, c'est très bien, c'est génial, faites ce qu'on veut, faites dans le slip. Par contre, toutes les applications, alors si tu prends un Facebook, si tu prends un Google+, si tu prends un Waze, si tu prends toutes ces applications qui offrent des services sur du web, sont en train de passer en natif sur des plateformes et oublient complètement la base du web, c'est-à-dire de pouvoir faire un lien vers un endroit. Il est très difficile de faire un lien vers une carte précise sur Waze. Il est quasi impossible de faire un lien vers un post Facebook, en tout cas sur ton application. Sur le web, c'est pas toujours facile d'ailleurs non plus. Mais il faut s'entendre sur le vocabulaire, et on pourrait se choper quelques remarques sur les réseaux sociaux à ce sujet. C'est que on parle web ou internet, parce que ce sont deux choses distinctes. Sur le web, il y a des applications, il y a du chat, il y a de l'IRC, il y a toutes sortes de communications et toutes sortes de protocoles. Et l'internet, bah oui, c'est le milieu de l'hyperlien, de la page web, etc. Donc, est-ce que les applications, Capello, toi non, mais est-ce que les applications tuent le web? Je ne pense pas. Les applications reposent sur le web. Par contre, elles font du mal à l'internet. Ça, c'est autre chose. Ouh, Maître Capello sortait de ce corps. Alors, oui, enfin, bon, je pense que tu m'avais compris. Ouais. Effectivement, je suis désolé. Moi, j'ai lu l'article, je suis dubitatif, je sais pas. Effectivement, ça me pose un problème de pas pouvoir faire un lien à certains moments vers un contenu profond sur l'une ou l'autre application. Je peux pas faire un lien vers une photo sur Snapchat, mais c'est un peu normal. Est-ce que c'est dramatique? Non, ça ne l'est pas. J'utilise pas Snapchat, soit dit en passant. Ouais. Mais ceci dit, voilà. Il y a des possibilités. Bon, elles sont pas vastes, hein, soyons clairs. Mais par exemple, de faire un hyperlien vers quelque chose qui est dans une application du type iTunes, par exemple, des choses comme ça. Ça existe. Vers Google Maps, ça existe. Des liens. Mais c'est rendu plus difficile. C'est pas facile, ça c'est clair. On est d'accord. Mais je veux dire, c'est exactement, je prenais l'exemple de l'IRC par exemple. À l'époque, je me rappelle, il y avait moyen de faire un lien qui forçait entre guillemets l'ouverture de l'application, enfin l'application favorite que vous aviez à l'époque sur votre ordinateur, pour aller chatter sur l'IRC. Par exemple. Il y avait un lien magique qui te permettait de faire fermer une IRC à l'autre bout de. Aussi, ça c'est autre chose. Mais voilà, moi je suis pas contre le discours. Attention, les applications
applications tuent le web ou l'internet, machin, etc. Mais soyons précis sur ce que l'on dit, parce que voilà, ces applications, comme les objets connectés, reposent sur le web. D'accord, mais c'est pas de l'internet. Aujourd'hui, pour Monsieur Tout le Monde, Internet, web, tout ce que tu veux, ils connaissent pas MIRC, ils connaissent pas. Pour non, eux, je ne demande pas qu'ils connaissent MIRC. Sur Internet, ils vont sur Google. Je dis juste qu'il y a deux choses. Il y a ils vont sur le petit E bleu. Oui, c'est ça. Il y a le web et Internet n'est qu'une des applications du web. Donc voilà, c'est ça. C'est juste ça qu'il faut bien comprendre. Mais pour le Monsieur Tout le Monde, je suis d'accord que, comme beaucoup de gens, sur ton mobile, tu installes l'application Facebook et tu crois que Facebook est Internet. Donc là aussi, il y a un problème de vocabulaire. Tout repose sur tout dans ce domaine. Je ne sais pas ce que dirait David. David te dirait, par exemple, c'est une question de grosse boîte ou pas. Ouais, on reste là-dessus. Non. Voilà, c'est plus. Je trouve la discussion un peu bizarre, un peu complexe. J'ai pas tout bien compris non plus à mon petit niveau, mais enfin voilà, je pense que peu importe la manière dont les gens utilisent leur device, que ce soit un ordinateur, un smartphone, tant qu'ils ont accès à du contenu, je pense que la moitié des gens, enfin même la plupart des gens, ne font pas la différence entre les services qu'ils utilisent. Et ça n'a rien de grave, ça fonctionne très bien comme ça et c'est très bien. C'est pas le débat et c'est pas le truc qu'essaye de soulever Tim Lee. Le problème est qu'aujourd'hui, tu veux faire un site qui pointe vers toute une série de contenus qui sont sur des sites comme Facebook ou Google+, tu vas ramer. Et il attaque spécifiquement les applications parce qu'il dit c'est pas facile, il y a pas mal de contenus qui ne sont pas accessibles et que ça tue l'esprit de ce qu'il a inventé. Mais ça, je suis assez d'accord avec ça. C'est une forme de segmentation de ce qu'était le vœu pieux de l'Internet ouvert, disponible, etc. Ça fait Internet, c'est des grosses corporations. Voilà, donc c'est une suite d'applications. Tu peux très bien vivre dans l'espace Facebook par le biais d'applications sans jamais surfer sur une page web. Ou sur un site quelconque. Et encore plus d'ailleurs depuis ces dernières semaines où quand tu cliques sur un lien dans l'application mobile de Facebook, tu restes dans l'application Facebook. Et alors ça c'était la première version qu'ils ont sortie sur Android. Donc au lieu d'ouvrir le lien dans le navigateur, c'était dans une nouvelle fenêtre de Facebook qui te montrait le lien et qui te permettait de retourner uniquement dans Facebook. Et cette semaine, ils ont fait une mise à jour qui ne te permet même plus, à partir de cette fenêtre, ce pop-up, d'ouvrir le lien dans ton navigateur. Ouais. Donc tu peux même plus facilement ressortir. Tu dois faire un copier-coller, c'est devenu vraiment très compliqué. Oui, c'est vraiment un problème, effectivement. Ouais, c'est volontaire. Ouais. En plus, c'est volontaire. Donc, ceci dit, les applications, elles sont quand même utiles, et je reste chez soi Sébastien, parce que Uber, par exemple, c'est typiquement le genre de choses, c'est difficile de mettre ça dans une page web. Soyons clairs. Non, il y a moyen, et tu peux faire pas mal de trucs en HTML5. Ouais. D'ailleurs, pour la mini parenthèse là-dessus, il y a un mec qui, cette semaine, recherché sur Google, c'est intéressant, ou sur autre chose, sur Yahoo, on s'en fout. Ouais. Il y a un mec qui s'amusait à refaire l'interface de certains navigateurs, y compris celle de Firefox, en HTML5 pur. D'accord. Donc il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il y a moyen de faire des choses, quand même. Bon, si je parle d'Uber, c'est aussi... Je me rappelle du gars qui avait refait l'interface de Windows. Ouais. En HTML5. Il y a vraiment des gens qui perdent leur temps. Hein. Pour Uber, effectivement, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Loin de là, au contraire. Les temps sont très difficiles pour eux. Si je parlais d'Uber, c'était tout à fait volontaire parce que Uber ne se porte pas très très bien. En tout cas, ils ont quelques soucis un peu partout dans le monde. Apparemment, ça devient il y a des chauffeurs de taxi partout dans le monde aussi, donc ça ne peut pas les aider beaucoup. Ça, c'est sûr. Oui, et pas que ça, c'est pas interdit que pour ça. Alors d'abord, ils ont eu une mauvaise presse dernièrement. J'avoue que j'avais pas fait gaffe, mais l'article m'a ressorti quelques infos intéressantes. C'est que alors ils ont eu apparemment un problème avec une journaliste de BuzzFeed. Et alors l'histoire montre derrière que comme ils n'étaient pas extrêmement contents ou d'accord avec tout ce qu'elle disait, et alors j'ai pas suivi tous les détails parce que je voulais pas savoir non plus s'ils avaient été la tabasser dans un coin, hein, ça m'intéresse pas, mais ils ont suivi les traces de cette personne parce qu'elle avait installé Uber dans son téléphone et qu'ils disposent au sein même de la société d'une fonctionnalité qu'ils appellent le GodView. Et qui leur permet de suivre en temps réel la position de tous leurs utilisateurs d'Uber. Ça, c'est chouette.
Voilà, donc le modérateur... Je suis pas trop d'accord avec ça, mais... savoir où tu es tout le temps. Ouais, bah, c'est pas très normal, si tu veux mon avis. Voilà, donc ça c'était le truc qui a fait un peu scandale. Mais en dehors de ça, ils se sont pris ici en moins d'une semaine une série de revers importants. Donc d'abord, la ville de Portland, en Oregon, qui a dit, ben non, Uber, c'est non réglementé et illégal. Donc au revoir Uber à Portland. Même s'ils ont eu un certain nombre de soutien, 7000 personnes qui ont signé une pétition, bah, c'est quand même illégal, donc au revoir. Ensuite, ils se sont fait interdire, on parle toujours ici dans moins d'une semaine, en Inde, parce qu'il y a une passagère qui s'est fait violer par un chauffeur opérant pour Uber. Donc panique à bord, un viol, on interdit Uber. Voilà, c'était. Alors, il y a des problèmes légaux derrière, hein, mais voilà, les autorités disent que Uber n'a pas vérifié les antécédents du chauffeur et il n'y a pas de GPS à bord, donc voilà, c'est interdit. Salut, au revoir. Alors, on continue. Lundi, ils se sont fait interdire aux Pays-Bas. Oui. Parce que voilà, les conducteurs qui transportent des personnes dans une voiture contre paiement et sans licence enfreignent la loi. C'est la même loi que chez nous, hein, aux Pays-Bas. C'est le même principe. Ouais. Donc ils ont essayé de se défendre, mais voilà, c'était cuit. L'Espagne l'a fait l'interdiction d'Uber Pop sur tout le territoire, sur la demande des taxis, des chauffeurs de taxi madrilènes, donc de Madrid. Hein, ouais. Donc c'est cuit pour l'Espagne aussi. Et on continue, c'est pas fini, hein, donc toujours en une semaine, les mecs doivent commencer à pleurer des larmes de sang. Alors Uber vient des States, ça vient de San Francisco, et ils se sont fait interdire à Los Angeles et San Francisco. C'est moche. C'est quand même moche, pour pratique trompeuse. Parce que là, effectivement, de nouveau, ils disaient que pour $1, quand tu t'inscris, ils vérifient l'identité du chauffeur de taxi Uber. Apparemment, selon les autorités, ce truc est plutôt très virtuel et la vérification est très laconique. Ils disaient donc, vous nous trompez. Et alors, pour terminer, la Thaïlande est en train d'effectivement l'a aussi interdit, et le 12 décembre, donc le jour de la publication de ce podcast, la France va aussi se prononcer sur l'interdiction ou non du beurre sur son territoire. Donc voilà, en une semaine, ils se sont pris une branlée mondiale. Ouais, comme quoi, on peut on n'a pas avoir de bonnes idées, et puis de temps en temps être confronté à l'aspect légal de l'idée que l'on a eue. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours très... c'est des fois complètement irresponsable, c'est des fois un petit peu difficile, il y a des mentalités à faire évoluer, et ça va prendre certainement du temps. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a pas mal d'autres applications qui fonctionnent et qui sont légales dans tous ces pays. Ouais. Mais Uber, lui, est très controversé par les taximens, parce qu'à partir du moment où le gars rentre dans une voiture, tu payes à la minute et au kilomètre. Alors qu'en fait, voilà, ça c'est vraiment comme on le paierait dans un taxi. Oui, on est trop proche encore du concept du taxi, en fait. Ça doit être sans doute là qu'est le problème, c'est que la comparaison est vraiment évidente, et que du coup, forcément, ça peut heurter des gens dont c'est le métier depuis longtemps, et puis voilà. On va accélérer un tout petit peu, les gars, parce que ces épisodes deviennent de plus en plus longs. On va donner la parole à David, qui est toujours un petit peu saccadé. Skype, aujourd'hui, nous fait quelques misères, mais c'est pas grave. David, on va parler bon plan avec des applications. Je pense qu'il y en a pour plus de 150 € de gratuits. Donc, autant en parler maintenant. C'est les fêtes, youpi, youplaboum. Voilà, et donc cadeau de Noël un petit peu à l'avance, c'est Aviary, qui est une application qui est disponible sous iOS et Android, qui ouvre un petit peu les hostilités avec les cadeaux de fin d'année, en association avec Adobe. Donc Adobe, qui est l'éditeur de Photoshop et Illustrator, InDesign, enfin une suite professionnelle au niveau de l'image. Donc Aviary, qui était déjà une très très bonne application en tant que telle pour tout ce qui est retouche photo sur smartphone, qui ici propose tous ces add-ons gratuitement, pour autant qu'on crée un compte Adobe ID qui lui-même est gratuit. Super. Donc, il y a un petit peu de démarche à faire. Il nous demande quelques informations comme le nom, le prénom, l'adresse email, la date de naissance. Mais on reçoit au final pour 160 € d'add-on gratuit, valable à vie. Donc, rien ne vous empêche de télécharger, de créer votre compte Adobe ID, de tout télécharger, puis de supprimer votre compte Adobe ID.
et de bénéficier vraiment d'une application à ce moment-là pratiquement d'un niveau professionnel au niveau des applications smartphone. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Le bon plan pour Adobe, c'est qu'ils vont recruter. Ils vont avoir une belle base de données. Ils vont avoir une belle base de données, et le bon plan pour tout le monde, c'est d'avoir quand même pour 160 € de software tout à fait sympathique et fonctionnel. Ça va vous occuper pendant les fêtes, quoi. C'est ça. C'est ça l'idée. Je voyais. Oui, en plus il y a du kitsch, mais il n'y a pas que du kitsch. Non, il y a vraiment sûr, des chouettes trucs. Des trucs très 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 bien foutus. Je voyais de son côté Marc qui est plutôt branché Adobe, hein. Il faut bien le reconnaître. Je suis à fond branché Adobe. Ouais. J'ai Aviary qui tourne effectivement sur un iPad. Je me suis empressé de rentrer mon petit Adobe ID dans Aviary, et effectivement j'ai pu télécharger, enfin j'ai pas tout téléchargé parce qu'il y en avait quand même une tripotée, mais je me suis rendu compte que j'avais accès à plusieurs centaines de filtres. Alors bon, faut quand même relativiser, ce sont principalement des effets prédéfinis pour ajouter des touches artistiques à des photos ou des stickers ou des cadres ou des trucs comme ça. C'est du vite fait. Mais c'est quand même vachement sympa. C'est sympa, et puis sur une application mobile, c'est vite fait, c'est plus facile à utiliser que les petits boutons qu'il faut régler précisément, etc. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, mon seul regret, et je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais je pense pas que ça existe pour Android. Puis c'est une grosse boîte, ils font ce qu'ils veulent. Si, c'est installé. C'est installé chez moi. Ça y est, chez moi. Donc, tout à fait. Donc c'est encore une deuxième bonne nouvelle. On reste chez David pour parler de Dub Smash. C'est une nouvelle appli dont tout le monde va entendre parler dans pas longtemps, même très rapidement, même ici on va en parler. Ouais, et donc Dub Smash, c'est un petit peu le nouveau Yo dont on avait parlé. C'est l'application qui sert à rien, qui risque de remporter un gros succès, et qui a fait son apparition ces derniers jours sur à peu près tous les murs Facebook. Ouais. Ne vous inquiétez pas, si le vôtre n'est pas encore contaminé, ça va venir. Ouais. Et donc le système est relativement simple, puisque l'objectif c'est de pouvoir s'enregistrer sous forme de playback sur des sons préenregistrés, comme des répliques de films, des morceaux de chansons, des karaokés, de l'acteur studio, enfin un petit peu de tout. On se filme pendant quelques secondes et voilà, c'est à vomir, le résultat est à vomir. C'est pas joli, mais ça fait beaucoup rire beaucoup de gens. Pour les fans de la Belgique, ils ont une section. Ce truc, c'est pas possible. Non, ils ont une section. En fait, c'est pour ça que j'en parle, c'est que ils ont une section Dickeneck, et c'est comme ça que moi je l'ai découvert. C'est que un pote l'a fait, et voilà, c'est rigolo. Honnêtement, par rapport à un Yo où moi j'ai installé cette application sur mon smartphone, je me suis demandé pourquoi. Parce que je recevais des Yo. Je fais Yo, ça veut dire quoi Yo? Ici au moins c'est rigolo. Ça dure 10 secondes quand on veut faire un petit break dans une journée. Voilà, c'est rigolo. CEO a gagné 1,2 million de dollars. Enfin, s'ils ont fait une levée de fonds de 1,2 million de dollars, je me dis qu'il peut bien y avoir quelques centaines de milliers de dollars pour Dub Smash. Oui, moi je l'avais vu aussi, j'ai vu, et c'est là que vous reconnaissez la fonction qui vous permet de masquer tout ce qui vient de là. Comme ça, vous êtes tranquille et vous gardez une certaine fierté d'avoir des amis, et voilà. Parce que c'est vraiment très dur, hein. Il y a des moments où il faut reconnaître. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais. On aurait peut-être pu l'utiliser ce soir pour David. Hein. Non. Ah si, j'aurais dû. Promis, pour la semaine prochaine, j'en fais un. Alors, on va terminer peut-être ce numéro 14, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien le numéro 14, oui, avec juste une mise au point, David. Alors, oui, open source et logiciel libre, fais attention à ce que tu dis, c'est quoi? C'est la même chose ou c'est pas la même chose? Alors voilà, il faut savoir qu'au niveau des médias, c'est le mix, l'emploi des deux termes est interchangeable. Donc maintenant, effectivement, est-ce que c'est exactement la même chose ou est-ce que ça ne l'est pas? Non, ça ne l'est pas. Donc il faut savoir que ça vient de deux associations différentes. Donc le logiciel libre et les règles qui supportent ce mouvement du logiciel libre ont été énoncés par la Free Software Foundation. Le problème, c'est que le terme free en anglais a deux significations: gratuit et libre. Et donc, il est apparu par après l'utilisation du terme open source, qui a été suggéré par Christine Peterson, qui fait partie d'un institut américain, justement pour lever cette ambiguïté sémantique au niveau du terme free. Maintenant, ça c'est l'utilisation des mots.
c'est pas très très important en soi. Il faut savoir que le concept qui sous-tend l'open source et le logiciel libre sont pas tout à fait pareils. Le logiciel libre, c'est plutôt idéologique. Donc c'est un peu des gens qui décident, ok, voilà, que c'est l'idée qui doit porter le projet, qu'on va travailler ensemble, que tout doit être transparent. Donc on est plus dans un mouvement idéologique. L'open source, c'est différent. L'open source, c'est qu'on va ouvrir les sources pour permettre aux gens de travailler ensemble. Mais l'open source, ça peut être payant. Ça peut être des logiciels qui ne sont pas gratuits, qui peuvent être développés par une communauté, mais sur lesquels on n'aura pas spécifiquement tous les droits tout le temps. Le logiciel libre, c'est vraiment précision de 3 droits de liberté, d'égalité et de fraternité. Ça ferait très franco-français alors qu'au départ, ça vient des États-Unis. Mais voilà, le principe, il est là. Donc, en pratique, pour être très clair, l'utilisation de l'un ou de l'autre, il y a des subtilités, mais pour 99,9% de la population, les deux termes vont s'échanger librement et on voudra dire la même chose. C'est-à-dire un logiciel qui est ouvert, donc qui n'est pas propriétaire. Un logiciel qui est développé par une société comme Microsoft, c'est propriétaire. Le code appartient à Microsoft. Sauf quand ils décident d'ouvrir une partie de ce code. Comme avec VB14, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, et donc, à ce moment-là, ils mettent une partie de leur code à la disposition de la communauté. Et c'est de l'open source. Et voilà, ça devient de l'open source. C'est pas pour ça que c'est un logiciel libre. Tout ça est gratuit. Voilà. Et c'est pas du logiciel libre non plus, du coup. C'est même du pire. Oui. Ça peut être publié sur plusieurs licences. Et alors là, on commence à perdre complètement les gens, parce que les gens, de toute façon, ils veulent juste avoir... Non, on en garde un, mais juste un. C'est assez compliqué, ça devient vraiment de la sémantique. Ça me rappelle totalement le truc de la semaine passée où ça se battait sur Mozilla sur des détails. Ok, on parle sur la même chose, c'est essayer de diffuser le logiciel libre, et donc... Nous, en tant que podcast, et donc en petit média, notre grandeur, etc., si on dit open source à la place de libre ou libre à la place d'open source, est-ce qu'on mérite le bûcher ou pas? Non, pour moi non. Non, définitivement non, parce que on s'adresse pas à des experts de l'open source ou du logiciel libre, parce que c'est pas tout à fait toujours le même monde. Et donc, ici, l'objectif, c'est de justement mettre en avant ces initiatives, qu'elles soient open source ou qu'elles soient issues du monde du logiciel libre, c'est de leur donner aussi un petit peu d'écho. Il vaut mieux à la limite passer plus de temps à parler de LibreOffice que de Microsoft Office. Et c'est juste ça qu'on voulait faire. Exactement. Donc l'important, c'est d'en parler, je résume. Oui. J'en profite pour une mini-annonce. Quelque chose qui se passe depuis des années en Belgique et qui est une conférence européenne d'importance, c'est le FOSDEM. Et ça se passe le 31 janvier et le 1er février 2015 à Bruxelles au Solbosch. Donc fosdem.org. C'est gratos. Oui, c'est libre. On en avait déjà parlé lors de précédents podcasts dans d'autres villes d'ailleurs, même pour les fans, il y a des fans de jeux vidéo qui y vont aussi, parce qu'il y a du jeu vidéo aussi en logiciel libre, il y a plein de trucs, et voilà, c'est vraiment, c'est un monde à part un peu, hein, faut bien le reconnaître. Oui, les barbus, allez-y. Oui, c'est ça, et des chemises à carreaux, et des bics 4 couleurs dans les poches, mais bon, c'est plutôt sympathique. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Je sais que Marc avait encore quelques infos, mais on les garde sous le coude, parce que, à mon avis, ça va durer. Il y aura toujours des chats dans Internet. Il y aura toujours des chats sur Internet et du matériel qui n'arrive pas à temps à son domicile. Donc on en reparlera certainement très prochainement. Il n'y a pas de souci. L'année se termine peu à peu. Ça va être un petit peu perturbé du côté des technos, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas. Vous aurez de quoi vous mettre des choses dans les yeux et dans les oreilles dans les jours et les semaines qui viennent. N'ayez crainte, nous sommes là encore et nous serons là aussi en 2015. Merci David, merci à Sébastien et à Marc, et passez tous une excellente semaine. À très bientôt, au revoir.